Numéro de kiosque de la semaine à la une ce matin. C'est donc le vendredi 8 décembre, comme je le disais, c'est la fin du mandat de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo. Depuis le week-end, les éléments kenyans ont commencé à quitter la République démocratique du Congo. Ce matin, on parle des Soudanais qui quittent également la République démocratique du Congo. Nous allons analyser ces sujets avec nos invités au sujet du départ de la force régionale de l'EAC. Processus électoral, campagne électorale, élection du 20 décembre 2023, ça ne peut pas manquer parce que là nous sommes bien en pleine campagne électorale et voilà, c'est la lettre de la Commission électorale nationale indépendante CENI adressée à la présidente de la République qui fait grand bruit ce matin. La CENI sollicite urgemment 4 Antonov et 10 hélicoptères pour le déploiement du matériel. C'est donc ce qui ressort de la correspondance adressée au chef de l'État par la centrale électorale. Nous allons analyser ces sujets avec nos invités. Beaucoup de réactions après, des réactions des gens qui ont pris connaissance de cette correspondance. Est-ce qu'on tend vers un glissement? Est-ce que les élections seront reportées? Mais la CENI persiste et estime qu'il y aura le respect du calendrier pour la tenue des élections. Nous allons également revenir sur les messages de différents candidats lors de leur campagne électorale, puisque ça fait parler de messages, ça fait parler de lui durant toute la semaine. Nous allons analyser les sujets avec nos invités. Alors, ils sont au nombre de 3 ce matin. Le premier est déjà là, Mike Gardidiana. Il a sur ce plateau de kiosque, dans l'attente de Joël Cadet et Walter Couille pour un bon débat d'actualité. Mike Gardidiana, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors on commence avec la lettre de la CENI, ça fait grand bruit. La Commission électorale nationale indépendante a adressé une lettre à la présidence de la République sollicitant des hélicoptères, c'est-à-dire des moyens pour le déploiement des kits électoraux. Alors comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle, de cette correspondance de la CENI? Merci pour la question. Pour moi, c'était une nouvelle normale, dans la mesure où, comme j'ai l'habitude de le dire, un bon responsable, c'est celui qui sait trouver des solutions, pas se lamenter sur les difficultés. Et c'est vrai que le Congolais, depuis un certain moment, on a commencé à beaucoup trop tomber dans la communication anxiogène. Le fait que la CENI demande la mise en disponibilité des engins de l'armée pour pouvoir faciliter l'acheminement de matériel, je ne vois pas en quoi cela devrait être un problème. À 2 semaines de la tenue des élections. Oui, mais justement, la question c'est l'acheminement, le matériel part d'où? C'est ça la question. Ces matériels dont parle la CENI ne partent pas de Kinshasa. Ça part d'où? Ça c'est pour l'information. Dans les différentes provinces, hormis Kinshasa et le Congo central, qui seront certainement livrés avec le dernier matériel qui, en route, vont arriver de Mirou. Le reste de la plupart des campagnes, selon les informations en interne, sont déjà dans les différents chefs-lieux de province. Ça a été déployé en silence. Si, exactement. Maintenant, le problème, c'est que ça doit quitter les chefs-lieux dans les différents centres de stockage pour atteindre les différents bureaux de vote. Donc, à ce niveau-là, quand vous parlez de 2 semaines, c'est amplement suffisant si on accède à la demande de la CENI dans les heures qui suivent. Et finalement, la CENI pourra faire ce travail-là. Et je crois que c'est le problème de paiement en 72 heures. Attendez, vous avez dit, j'en dois bien comprendre votre analyse, vous avez dit quoi? Ça sera déployé dans quel coin restant? Dans les différentes zones, comme l'a signifié la lettre, dans les zones difficiles. Le problème, c'est pas ça, ça ne concerne pas l'ensemble de la République. Parce qu'il y a les zones difficiles, c'est-à-dire? Justement dans la correspondance, dans des zones difficiles, à accès difficile. C'est-à-dire le Congo, on n'a pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire qu'il y a des zones très enclavées où par voiture ça prendra du temps, ou par où l'avion même n'arrive pas, et qu'à ce niveau-là, il faut trouver d'autres moyens. Et c'est pour ça que la CENI demande ces moyens-là. Et ce n'est pas les hélicoptères, les Antonov qui manquent. L'armée en a acheté de neuf il y a quelques jours. Donc, ça ne manque pas? Non, ça ne manque pas. Mais si ça ne manque pas, pourquoi y adresser une correspondance dans ce sens-là? Oui, mais justement, lui, il est CENI. C'est une organisation d'appui à la démocratie. Ce n'est pas une entité du gouvernement, du pouvoir exécutif.
quand il a besoin de quelque chose du gouvernement, la CENI doit demander. Alors vous pensez que la CENI va arriver là-bas et réquisitionner le matériel? Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, mais depuis tous ces temps où était la CENI pour faire cette demande, à 2 semaines, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? La question, c'est quelque chose depuis tout ce temps, il était où? Il était là en train de s'occuper du process. Maintenant, là, il est dans la phase de déploiement. C'est pourquoi il le demande. 2 semaines, c'est pas tard? Est-ce que c'est quoi ces zones à problème, comme vous l'avez qualifié? Ça sera facile d'atteindre? Je vous ai dit que ce n'est pas l'ensemble de la République. Ça veut dire qu'il y a des coins très enclavés où l'accès est difficile, où la CENI aura besoin du secours de matériel de l'armée pour pouvoir acheminer le matériel. Elle n'aura pas besoin de temps pour arriver à ces zones d'accès difficiles? Je ne pense pas qu'il y a un espace aérien congolais qui peut être couvert à plus de... comment on va dire, 2 semaines, je ne pense pas. C'est généralement par avion, par hélicoptère, c'est 8 heures, 6 heures de vol, 7 heures de vol, 4 heures de vol. Qui plus est, c'est dans les chefs-lieux, ça veut dire que c'est 2 heures de vol, 2h30. S'il faut qu'un engin... Il faut embarquer le matériel, oui. Non, c'est ce que je dis. Oui. Quand on parle de heures de vol, je tiens compte aussi de l'embarquement. Et je pense que il ne faudra pas qu'on soit anxiogène. À ce niveau-là, je ne vois pas en quoi un danger en 2 semaines, c'est possible, c'est faisable. Quand vous dites là, pourquoi la CENI demande maintenant, oui, mais c'est parce que c'est maintenant qu'il faut déjà acheminer les différents matériels vers le centre de vote. Quoi de plus normal, on est à 2 semaines, donc il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas à craindre à ces niveaux-là. Donc on dit qu'il y a du temps, 2 semaines c'est beaucoup, ça peut arriver. 2 semaines n'est pas beaucoup, oui. Mais c'est amplement suffisant pour que la CENI fasse ce travail et continue son bonhomme de chemin. Alors là où ça va arriver, il faut qu'il y ait aussi des tests, des essais, parce que vous voyez les machines, les dispositifs électroniques de vote, c'est pas du coup directement qu'on commence à utiliser. Oui, mais je comprends, c'est pourquoi je vous dis que ces matériels vont arriver avant. Mais quand vous parlez de tests, des essais, c'est vrai qu'il faut faire des essais, pas vraiment des essais, on fait ce qu'on appelle des mises en situation. C'est-à-dire que vous testez au lieu habituel, parce qu'il est peut-être possible que vous testez les matériels dans un chef-lieu où le courant est peut-être stable, qui peut faciliter les choses, mais que vous arrivez là-bas, que vous vous rendez compte qu'il y a des difficultés en termes de fonctionnement. Mais heureusement que la plupart des engins, surtout le machine commandé par la CENI, viennent avec des batteries avec une certaine autonomie. C'est-à-dire que c'est des engins chargeables qui, en cas de perte, ça ne pourra peut-être pas perturber le travail des agents de la CENI qui seront commis à cette charge-là de pouvoir enrôler. Donc, en gros, c'est vrai que vous parlez des tests, c'est bien, mais c'est comme je vous ai dit, en 2 semaines. Si cela peut arriver en 1 semaine, on a 1 semaine pour pouvoir faire des essais, et puis, avant de pouvoir y arriver, je ne vois pas en quoi on devrait s'alarmer. Il y a déjà du personnel là sur place qui attend que le matériel arrive. La dernière formation venait d'être clôturée, donc le problème de personnel ne se pose vraiment pas à cet instant. Alors, qu'est-ce que vous direz à ceux qui craignent, ils voient que 2 semaines c'est peu, ils craignent cette demande, je ne sais pas si c'est dire brutale, ou à 2 semaines de la tenue des élections, ils voient autre chose derrière cette correspondance? Moi, je le comprends, c'est normal, parce que, c'est comme je vous ai dit, si ce processus électoral est parti de manière un peu alambiquée, vous comprenez. On part de gauche à droite. Quand vous avez une CENI qui commence son travail en retard, plus d'1 année de retard, quand vous avez des contraintes financières qui pendaient ça et là, quand vous avez les quelques contraintes où la CENI a dû se faire violence pour pouvoir braver certaines difficultés, quand vous voyez aussi le tandem, le rapport, il faut le dire vrai, entre cette CENI et les acteurs politiques qui, allez, grâce peut-être à quelques moments d'échange initiés par des Mikadima, ont commencé à s'éclaircir et à s'améliorer, c'est normal que la plupart des gens soient sceptiques. Déjà que le scepticisme est dans l'ADN du Congolais, ça c'est une certitude, mais maintenant on est dans un contexte politique. Depuis toujours, la communication autour du processus électoral a été, et depuis toujours, anxiogène, toujours en train de susciter de craintes, mais aussi parce que la plupart des politiques qui prennent part à ces processus-là travaillent sur cette communication anxiogène. C'est-à-dire que c'est des gens qui constamment viennent alarmer les gens. Je ne sais pas, est-ce que pour eux c'est un moyen de mettre la pression à la CENI ou au gouvernement? Peut-être, mais généralement ils ont adopté une communication très anxiogène, généralement en train de s'accrocher sur les quelques éléments qui ne marchent pas, et forcément ça crée cette forme de méfiance. Mais je crois qu'à ces niveaux ici, quand on voit le degré de responsabilité de Denis Kadima, quand on se rend compte que finalement, malgré les difficultés, il n'est pas là à se plaindre, mais il fait un effort de pouvoir contourner les difficultés, pouvoir faire les choses de manière essentielle et bien, je crois qu'en dehors de ça, la seule chose aujourd'hui, il faut le dire aux gens, la seule chose qui peut empêcher la tenue des élections maintenant,
c'est si on n'arrivait pas à déployer les kits électoraux dans certains endroits. Je crois que Déby Kadima l'a commis. C'est possible. Elle a compris. C'est pourquoi il a vite lancé un cri d'alarme au gouvernement pour pouvoir l'aider. Vous avez parlé de la responsabilité. Attendre la dernière minute, c'est aussi être responsable. Non, il n'y a pas de dernière minute. La plupart des gens pensent... 2 semaines. Non, mais c'est ça le problème. Oui. La 2 semaines n'est pas la dernière minute. Il y a un calendrier. Posez la question, on vous dira que ici, le pouvoir, l'idée de vouloir acheminer le matériel dans le bureau de vote dans des zones difficiles ne se fait pas, en tout cas à moins que vous me disiez, ça ne se fait pas après 3 mois, 4 mois avant. Il faut combien de temps? Non, mais c'est ça que je vous dis. Allez vérifier le calendrier de la CENI, revenez-nous et puis on va en discuter. Donc, ce que vous qualifiez tard, le caractère tardif d'une action dépend du plan d'action de la CENI. Et dès lors que ce déploiement ne dérangerait pas la bonne tenue des élections, à quel moment vous faites allusion au retard? Donc on va pas ici qu'on soit de gens qui qualifient les infractions avant le acte. Je comprends. On peut aller dans cette forme de pression, ok, d'accord. Mais ici, ne parlez pas de retard. En 2 semaines pour déployer les matériels dans quelques zones difficiles, je ne vois pas en quoi il y a un retard. Je ne vois pas en quoi ces dernières minutes, ce n'est pas dernière minute. Alors, il n'y a pas seulement le matériel que la CENI sollicite, et des moyens aussi. 170 millions de dollars pour parachever le financement des opérations. Là aussi, ça ne vous dit rien? Si, c'était pas 170 millions. 170 millions de dollars? C'était pas 170, c'est ça la question. C'était 400 millions. La CENI a eu 130 millions de manière échelonnée et les 170 millions doivent nécessairement arriver avant la fin de cette semaine et on espère que le gouvernement tiendra parole comme il a fait pour la première tranche. Merci, merci Mère Gadi Diana. Joël Cadet là avec nous. Bonjour Joël Cadet. Bonjour madame. Je m'excuse d'être venu en retard, il y avait des embouteillages, j'ai pris la moto et voilà qu'un bus m'a versé de l'eau et la saleté sur le corps. Et je déplore également la conduite des motos sur la ville de Kinshasa. Je le condamne depuis plusieurs années, mais c'est comme si nos autorités ne nous écoutent pas. Hier, il y a eu un enfant qui est mort, 2 enfants d'une même famille, qui ont été tamponnés par un véhicule. En tout cas, si on ne régularise pas la conduite des motos dans la ville de Kinshasa, et même partout ailleurs, ça pose un sérieux problème. Vous voyez, ils violent tout, ils ne respectent personne, ils prennent les sens uniques, et quand ils sont dans les sens uniques, ils les insultent facilement. Je crois, malheureusement, on n'a pas eu une assemblée provinciale qui pouvait pratiquement voter les édits fixant la conduite des personnes et des biens dans la ville de Kinshasa. On n'en a pas eu, malheureusement. On a eu des danseurs, on a eu des détourneurs, et voilà là où nous en sommes. Deuxième petite observation que je voudrais faire, c'est au regard de ce qui circule depuis hier, aidé bien sûr par notre ami Luciani Choukrani de Politico.cd, c'est en ce qui concerne les passeports qu'aurait utilisé Moïse Katumbi depuis 2013 jusqu'en 2019. Moi, je m'étonne que les gens puissent, qu'ils soient surpris par ça. Moi, j'ai toujours dit, et les gens ont cru que Max Kadiombo avait haï Moïse Katumbi. Jamais. Il n'a jamais eu de conflit d'intérêt avec lui. Il n'y a pas un centre d'intérêt avec Max Kadiombo. Mais Max Kadiombo ne détestait pas Moïse Katumbi, mais par contre, le système Moïse Katumbi. Le système Moïse Katumbi consiste en quoi? Katumbi n'a jamais aimé les Congos ni les Congolais. Ça, je le dis. Et vous pourriez le vérifier dans les temps qui vont suivre. Katumbi n'a jamais aimé ni les Congos, ni les Congolais. Je vais commencer un peu par ce qui est peut-être plus indécent. Dans sa vie privée, c'est son droit légitime, c'est son droit de choisir qui il veut pour épouser. Vous avez déjà entendu que Katumbi a une femme congolaise? Même une Likangu. Allons-y, même. Mais là, il a même fait un enfant. Sa vie privée. C'est ce que je dis. Je vais commencer par. C'est ce que je dis. Je vais commencer par ce qui est indécent. Donc vous avez déjà entendu que quand quelqu'un aime les Congolais, est-ce que vous pensez que de toutes les Congolaises comme vous là, il n'y a pas de belles femmes, il n'y a pas de femmes douces, il n'y a pas de bonnes femmes auxquelles Katumbi pouvait se marier? Ça c'est première chose. Deuxième chose, le privé. Pour vous prouver que Katumbi n'aime pas les Congolais, regardez dans toutes ces entreprises, je dis bien dans toutes ces entreprises, il n'y a jamais eu un directeur gestionnaire congolais. Ce sont toujours des blancs. Tous. Les seules personnes qui ont bénéficié de sa magnanimité pour diriger MCK, c'est M. Kitango,
Nazemba, Raphaël et mon vieux Edmond Baz. Pourquoi ils ont bénéficié de ça? Parce que ce sont eux qui l'ont aidé à récupérer la mine de Kilwa quand il avait bloqué les camions de la Gécamine en Zambie. On a dit un Zambie avait bloqué les camions, quand Momanké est parti, Kiba Samaliba est parti, avec son conseil juridique, maître Jean-Claude Mouyambo, ils ont découvert que non, c'était Katumbi qui avait bloqué. Pour une dette de $2000 des poissons livrés à la Gécamine, mais cette dette-là a augmenté d'intérêt jusqu'à atteindre le montant de 2 millions de dollars américains. Et comme pour lui récompenser, Kitango, qui était ADG de la Gécamine, et Edmond Baz, qui était, je crois, dans le comité de gestion, vont l'aider pour lui donner en contrepartie, pour cette vieille dette-là, la mine de Kilwa. Et cette mine, au bout de quelques mois, Ngoï Moulounda l'avait dit sur la RTNC, il va la revendre à 69 millions de dollars. Voilà le seul Congolais. Allez à la ferme de Futuka, allez à sa minoterie de Machamba, vous allez voir que ce sont les Sud-Africains qui sont en train de gérer ces entreprises. Donc, il n'a jamais aimé le Congo. Alors, vous voulez quelqu'un comme ça. Bon, vous allez lui remettre le Congo, qui n'a jamais aimé. Il n'a aimé que sa richesse. Dites-moi. Et Mouyambo, quand Katumbi va venir ici, vous savez, il y a eu une émission qui a été réalisée avec Thierry Michel, où Mouyambo a déballé Katumbi. Le soir, un confrère dont j'étais le nom, que je connais, va donner cette émission-là à Katumbi. Katumbi l'a fait passer sur Nyota. Le lendemain, on va saccager la maison de Mouyambo. Katumbi va accepter la critique dans cette ville. Lui qui a même refusé une discussion au Parlement pour une loi. Il a refusé la liberté au Parlement des députés. Voilà ce que je voudrais dire. Je voudrais un peu penser un peu, une pensée pieuse, parce qu'il y a des gens qui pensent que non, Joël, on déteste Katumbi. Non, c'est le système Katumbi. Si Katumbi accepte de nous aimer, que Katumbi accepte tout simplement de nous aimer, d'aimer le Congo, d'aimer les Congolais, il peut diriger le Congo. Mais dans la mesure où il n'aime que la richesse du Congo, je vous ai donné quelques cas. Quelques cas. Mais parmi ces Makam, il n'y a aucun pas la vie privée, Joël, s'il vous plaît. Bon, pas la vie privée. Voilà. On retient quoi de votre intervention à ce sujet? Katumbi n'a jamais aimé le Congo, il n'aimera jamais le Congo. Et nous lui demandons d'aimer le Congo et d'aimer les Congolais. Merci Joël Kadé. Alors vous répondez à ma question par rapport à la CENI qui sollicite des moyens des hélicoptères, 10 dans une correspondance adressée à la présidence de la République. Alors Joël Kadé, vous répondez à ma question. Je vous prête mon micro. Oui, je crois que la CENI a agi d'une manière prudente et ce en avance, compte tenu de la réalité qu'elle connaît sur le terrain. Mais j'aimerais rebondir par rapport à ce que Maïgardi Dana venait de dire. C'est exactement ce qui nous est arrivé en 2018. C'est pourquoi Denis Kadima a dit que ce n'est pas inédit. Donc ça a déjà été fait en 2018. Les élections étaient prévues, je crois, pour, je crois encore le 20. Et ils ont été repoussées d'une semaine. Et au regard des explications telles qu'il les a données, je crois que le temps qui reste, et si le gouvernement accède à sa demande, quoique on est face à une guerre que nous livre le Rwanda, et le Rwanda tient à prendre ça pour finalement prendre Goma, déplacer les hélicos qui sont au front pour le déploiement de matériel, pour reconstituer encore une fois de plus une distraction. C'est ainsi que nous demandons à M. Kazadi, qui est Nicolas, au niveau des finances, et au Premier ministre, de se déployer pour que nous ayons les élections dans le délai fixé. Parce que, à 2 semaines, c'est possible. En effet, rien n'est impossible, dans la mesure où il peut y avoir une volonté engagée. Ceux qui se disent aussi milliardaires, millionnaires, ils peuvent aussi contribuer pour le déploiement des matériels. Il y a des candidats qui disent qu'ils sont des milliardaires, ils peuvent également intervenir
pour le déploiement des matériels s'ils veulent que les élections soient organisées dans le temps. Je crois que c'est tout ce que je puis dire quant à ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner raison aux opposants, par exemple, qui disaient que c'était impossible d'organiser des élections? Et aujourd'hui, voilà, Denis Kadima qui attend à 2 semaines pour faire cette demande. Mais Denis Kadima, il y a les pouvoirs qui lui reviennent et il a des limites. Son problème, c'était organiser, par exemple, l'enrôlement. Le renouvellement du fichier électoral, ça a été fait. Deuxièmement, il fallait qu'il publie le calendrier électoral. Donc la feuille de route d'abord. Après la feuille de route, le calendrier électoral, dont toutes les étapes ont été respectées scrupuleusement. Alors, les moyens, la sécurité, ce n'est pas son affaire. Les moyens et la sécurité sont de l'apanage du gouvernement. Alors, là où il a trouvé que maintenant j'ai des limites, il a levé le ton. Il a lancé le cri d'alarme. Non, mais il avait confiance parce que depuis qu'il a commencé jusqu'à ce jour, les choses marchaient sur... Vous n'avez jamais entendu la CENI repousser une étape par rapport aux moyens. Mais les observateurs se plaignaient et dénonçaient, par exemple, le problème des cartes, les problèmes de la liste des électeurs, voilà, tout ça un peu. Et qu'on voyait que c'était impossible d'organiser l'élection dans le délai. Madame, aussi longtemps que nous serons sur la terre des hommes, aussi longtemps il n'y aura pas une œuvre parfaite. Peut-être lorsque nous serons au ciel, c'est là où tout est parfait, c'est là où tout est saint. Mais aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, il y aura des écailles qui devront en effet être surmontés. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, madame. Alors, c'est-à-dire que vous soutenez qu'il y ait report d'1 semaine des élections? En tout cas, dans la mesure où il sera difficile de déployer tous les matériels sur terrain au 20 décembre, nous allons répéter ce qui a été fait. On va reméquer ce qui a été fait en 2018. On peut repousser les élections. Question de les organiser, question de déployer tous les autres matériels sur terrain. Si l'Afrique du Sud n'avait pas refusé de nous livrer les bulletins, les procès verbaux, je crois que ça aurait été plus vite fait. Mais maintenant, on a été obligé d'aller vers la Chine. Afrique du Sud, RDC, c'était plus facile, par camion, par avion, et ainsi de suite. Mais là, il se pose un problème de la Chine jusqu'ici. Et même quand les matériels qui vont partir de la Chine jusqu'en République démocratique du Congo, il faudrait également qu'ils soient déployés. Et vous savez que la République démocratique du Congo, c'est 4 fois la France, c'est 80 fois la Belgique. Donc ce n'est pas au Libéria, ce n'est pas à Madagascar, ce n'est pas le Rwanda, où vous pouvez marcher de bout en bout en un seul jour. Alors il fallait prévoir tout ça dans le programme. Mais peut-être c'est pourquoi le vrai problème que nous avons en République démocratique du Congo, c'est que même nous-mêmes les Congolais, comme je l'ai dit de Moïse, on n'aime pas notre pays, on n'aime pas le Congo. Parce que si on aimait le Congo, on pouvait regarder les Gabon, on pouvait regarder la République démocratique du Congo et se dire qu'organiser les élections dans notre pays au bout de 5 ans, d'un mandat, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Et si on devrait se mettre en tête qu'il est impossible d'organiser les élections dans les 5 ans avec la vastitude de notre pays, l'étendue de notre pays, je crois qu'on pouvait repousser le mandat et des députés, malheureusement, quand ils sont là, c'est pour leurs propres intérêts, et du président de la République à 7 ans. Comme ça, lorsque vous êtes déjà à 5 ans du mandat, les 2 ans vous permettent de préparer les élections. Mais s'il faudrait aller aux élections, et puis vous savez, madame, l'argent qu'on dépense aujourd'hui, c'est une réflexion qu'on devrait peut-être approfondir sans passion, sans parti pris, et sans considération partisane. Les dépenses qui sont faites pour les élections, si on pouvait affecter ces dépenses-là au développement de notre pays, on parle d'1 milliard. Avec 1 milliard, on a fait combien? On a fait combien de choses? On a construit combien d'écoles? On a construit combien d'hôpitaux? On a construit combien de routes de dessertes agricoles? Mais maintenant, si on doit se mettre dans ce système, et d'ailleurs, où dans la plupart des cas, la volonté de l'électeur n'est pas respectée, en Afrique, je parle d'une manière générale, je ne vois pas. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait, peut-être si on réfléchit aujourd'hui, on va nous coller de considérations partisanes, et ainsi de suite. Mais dès qu'il y a élection, de l'entame de l'année, du premier mandat de celui qui sera voté, on réfléchit un peu pour voir, est-ce que notre pays, nous sommes Gabon, nous sommes Libéria, nous sommes Sierra Leone, nous sommes Gambie, nous sommes Botswana,
pour nous permettre de nous engager dans un risque où nous sommes pratiquement l'Europe occidentale dans sa dimension ancienne lors de la guerre froide. Donc on est la Belgique, l'Allemagne, orientale, non, occidentale, on est l'Italie, donc c'est ça la RDC. Mais maintenant, vous allez, si eux peuvent se permettre au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, ils peuvent organiser les élections, et ils ont déjà les infrastructures bâties, ils ont des trains, ils ont les tramways, ils ont les métros, ils ont les avions, et ainsi de suite. Nous aussi, nous avons des moyens pour avoir tout ça, des richesses. Nous avons les richesses, mais des sous-sols. Quelles sont les richesses qui sont traitées chez nous? Mais nous avons ces richesses-là, mais qui ne sont pas traitées chez nous. Ces richesses-là ne sont pas traitées chez nous. Ils sont traités chez eux. Et ils ne nous laissent pas la main libre pour gérer nos richesses. C'est pourquoi ils nous livrent la guerre. C'est ainsi que moi j'ai toujours dit, il est impossible que la RDC soit totalement en paix avec tout ce que Dieu a déversé sur notre sol, sur notre sous-sol, comme richesse. Et les États-Unis, la Chine, la France, la Belgique ne nous donneront jamais l'occasion d'être en paix. Voilà pourquoi ils nous fabriquent des candidats étrangers et dès l'étranger pour déstabiliser définitivement la République démocratique du Congo, après nous avoir colonisés, après nous avoir traités en nous exportant, en nous vendant aux États-Unis, et maintenant, ils vont dépiécer notre pays avec la nouvelle classe politique qu'ils veulent nous imposer. Je vais revenir avec vous, hein, avec ces concepts que vous avez lâchés, la candidate des étrangers, de l'étranger. Nous avons déjà parlé. Alors, Maïgardi Diana, est-ce que ce n'est pas un dialogue en téléchargement? Parce qu'on a suivi certains candidats présidents, la candidate Marie-Josée Ifoko qui préconise 3 ans, qui est qu'on puisse rallonger ce cycle à 3 ans pour la tenue des élections. Ce n'est pas un dialogue en téléchargement? Un dialogue en téléchargement, je ne comprends pas vraiment où vous voulez aller, mais quand Marie-Josée Foucault propose 3 ans de glissement, la question c'est pourquoi? Pour résoudre quel problème? Parce qu'on n'est pas prêt. Joël a parlé même qu'on devait avoir 7 ans, hein, 7 ans d'un mandat. Bon, lui parle de 7 ans de mandat. Sa logique à lui ne détient pas forcément dans la capacité à organiser les élections. Sa logique dans le fond est économique. Or, sur les approches économiques, il est possible de pouvoir avoir une préparation convenable à tomber aux élections. Quand on est un État où la notion de la légitimité souffre encore dans la conscience collective, on ne peut pas se permettre. Le Congo, on aimerait bien retourner, parce que nous, en tant que Bantou, on est né. Quand vous voyez même notre manière de faire la politique, on a l'ADN, on a le gène de la royauté. On est dans la société, dans le pouvoir traditionnel, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On est devenu un État moderne, on est obligé d'emprunter cette voie de la démocratie à l'occidental. Malheureusement, c'est comme j'ai l'habitude de vous dire que nous, on vit la misère intellectuelle, on fait du mimétisme, on copie sans adapter les intelligences à notre réalité, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, c'est tard. Aujourd'hui, toute idée, toute réflexion là dans le sens de pouvoir allonger le mandat des dirigeants va à la limite exacerber la population, mais au-delà de ça, va presque inquiéter au départ, parce que c'est la mentalité. C'est-à-dire, si on estime qu'en 5 ans, en fait, l'adage qui dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas dans les grandes choses. Si en si peu de temps, on n'est pas à même de pouvoir faire la part des choses entre ce qui est sacré, ce qui est obligatoire et ce qui est aléatoire, même après 10 ans, on ne le fera pas. C'est ça la réalité. Le problème ici, c'est un problème d'homme. Moi, je suis d'accord qu'en tant que Bantou, peut-être pour des raisons de politique de développement, 5 ans, ce n'est pas suffisant. Je préférais à la limite qu'on accorde un seul mandat non renouvelable à un chef de l'État, que ce soit en 10 ans. 10 ans. Oui, comme ça, on couple le 10 ans. Il ne va pas demander encore 10 années de plus, non, c'est là où je dis, mandat. Là, vous évoquez les éléments caractériels de l'homme. Mais moi, ici, je suis dans le principe. Pour de politiques de développement, je pense qu'à la limite, on peut coupler les 2 mandats. Au lieu de 5 ans renouvelables, on met 10 ans pour permettre à quelqu'un d'établir un projet à très long terme sur les questions de développement. Mais nous ne sommes pas... rassasié. Vous êtes dans une approche personnelle. Nous, on est dans l'approche collective. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il soit rassasié, ici, on ne vient pas là-bas. Ce n'est pas une promotion, ce n'est pas un gain en temps normal. C'est une responsabilité, c'est une mission, c'est un fardeau. On ne peut pas parler des rassasiés. Mais être en mesure de pouvoir remplir ce pourquoi on est arrivé à la tête du pays. Mais je disais que là n'est pas le problème. Mais Kabila a fait 18 ans.
Est-ce qu'en 18 ans, parce que vous avez dit être capable, la dernière phrase c'est quoi? Être en mesure d'appliquer une politique de développement. des développements. C'est ça votre phrase? Oui, c'est ça ma phrase. Camille a fait 18 ans, est-ce qu'il a su appliquer la politique de développement que vous venez de dire? Parce que vous dites qu'on laisse 10 ans à un président de la République. On a du temps pour ce sujet? Oui, allez-y. D'accord. Quand vous parlez des 18 ans, Oui. ce pouvoir est établi en des séquences. Kabila est arrivé, après le décès de M. Laurent Désiré Kabila, on a pris une phase transitoire. Vous appelez ça gouvernance avec 4 présidents, le schéma, l'innovation mondiale. C'est-à-dire que comme c'était une phase transitoire, je ne vais rien faire, comme c'est la transition, je vais passer comme ça. Dans la notion de l'État, il y a ce qu'on appelle les premiers pas. Avant Kabila, le Congo venait de quel genre d'État? J'aurais préféré, pour des raisons d'équité, que vous parliez de Mobutu qui a fait 32 ans. Toujours pas rassasié. Non, c'est ça le problème, parce que vous regardez avec le regard subjectif. Elle dit toujours pas rassasié. Ici, on n'est pas question de rassasier, on est question dans le politique de développement. C'est là où vous me ramenez dans la logique. Je vous ai dit que quand on est le Congo, ça finira par exacerber parce que on a une misère intellectuelle. Le problème, c'est quand on accède, quel est le prisme qu'on a du pouvoir? C'est ça notre difficulté. Le problème, c'est l'homme. Le problème n'est pas tant dans les principes en soi. Le problème, c'est nous, hommes. Quand vous parlez des 32 ans, je suis d'accord, 32 ans, 18 ans, 5 ans, c'est là où je vous dis que pour de principes, puisqu'on a évolué, on a fait un premier pas vers cette marche de la démocratie, aujourd'hui on sait que les élections est devenu réellement une exigence constitutionnelle et un impératif. Maintenant, la limite du possible est de voir comment lier cet impératif constitutionnel aux besoins du développement. Parce que je vais adopter, quand Joël Cadet vous dit les élections, comme il l'a dit, n'est pas une fin en soi. L'élection est un mécanisme. Est-ce que l'élection est un facteur de développement? Je risque de vous choquer pour vous dire non. La preuve, vous voulez une preuve? La Chine n'est pas une démocratie. Mais quel est cet État occidental que vous mettrez aux côtés de la Chine en termes de développement? De manière isolée, prenez ces États-là de manière isolée, vous verrez qu'ils ont besoin d'être dans une coalition pour faire face à la Chine, autant que l'Union européenne et les autres organisations. C'est pour vous dire qu'à la limite près, il faudra qu'on arrive à un niveau de pousser la réflexion très loin. Or, ici, la réflexion, c'est aussi savoir travailler cette conscience collective qui, pour moi, est en panne. Parce que c'est quoi les élections pour nous? Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens seront en mesure de pouvoir y répondre. Parce que déjà, même quand on est élu, la notion de la légitimité, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça le danger. Revenons sur notre sujet, sur la question des élections. Je vais chuter par là. Je reviens sur un élément essentiel, je vous ai dit ici, il existe un planning. Dans l'organisation des élections, il y a plusieurs types de contraintes. Les principales contraintes, c'est les contraintes d'ordre légo-technique, les contraintes d'ordre politique, mais j'ajoute les contraintes financières. À ces niveaux-là, il y a des parts, il y a des responsabilités qui incombent à la CENI, il y a des responsabilités qui incombent au pouvoir exécutif parce que l'élection est un mécanisme politique. La CENI est l'entité organisatrice, mais la CENI ne finance pas les élections. Quand il y a des difficultés, quand vous parlez de la CENI, vous donnez l'impression que ce que la CENI dit aujourd'hui arrive tard, mais c'est faux. C'est pas tard. Non, mais la CENI a publié sa feuille de route. Lisez la liste de contraintes. C'est là où je vous dis que pour moi, Kadima fait preuve de responsabilité. Parce que Kadima serait quelqu'un d'autre, à la limite du possible, vous vous serez rendu compte que finalement, déjà comme Nanga, il aurait proposé un délai de report. Il aurait proposé depuis 2021 au regard des contraintes. Mais le problème, c'est qu'il est en train de corriger chemin faisant. Et aujourd'hui, je vous dis, si vous êtes capable de me répondre, répondez-moi, quel est cet élément essentiel qui peut nous empêcher d'aller aux élections en 2023? Vous parlez des insuffisances. On laisse les temps au temps. Hein. Quand vous parlez des insuffisances, seule la CENI vous dit, la CENI vous dit, le seul élément qui peut nous empêcher d'organiser des élections maintenant, c'est l'incapacité de déployer. Si seulement l'armée nous donne ces 10 hélicoptères et les Antonov, on sera en mesure d'acheminer nos matériels parce que dans son planning, notamment avec l'impression de bulletins qui doivent arriver, c'est-à-dire dans son planning, dès lors que le gouvernement accède à sa demande, il résout le problème. Parce que aussi, je répète ce que je vous ai dit ici, la plupart des kits ne vont pas partir de Kinshasa, des différents chefs-lieux, parce que la CENI a déjà déployé dans ses différentes antennes, dans ces centres au niveau de chef-lieu. Maintenant, le problème, c'est de le faire parvenir. Et quand on parle de zones difficiles, c'est des zones enclavées, ça représente, je crois, 43, si j'ai bonne mémoire, ou 42% de l'espace. Après... Donc, en gros, c'est pas une réalité
continentale pour l'ensemble de l'État. C'est ça la réalité des choses. Ce que je veux, c'est qu'à la limite, entre vrai et être juste, je pense qu'à la limite du possible maintenant, il faut être juste. La justice exige de nous tenir compte, c'est mettre parfois la place des autres. Être vrai, c'est parler avec état d'âme, parler avec sentiment en fonction de ce qui est factuel. Mais être juste, c'est se dire, bon, écoutez, au regard des difficultés, ça aurait été quelqu'un d'autre, comment ça serait passé? Quand vous parlez de Marie-Josée Foucault, je suis désolé, Marie-Josée Foucault fait partie de la classe de gens qui sont arrivés en politique, qui ont allé déposer des candidatures, tout en sachant qu'il n'y aura pas élection, il y aura un dialogue à la limite du possible, pour toute la bordure. Et puis après, ils vont accéder à la gestion. Merci, c'est ça la grande juste difficulté. une petite question avant de donner la parole à Joël Cadet. Après 3 cycles, est-ce qu'on n'a pas acquis beaucoup d'expérience pour éviter des erreurs que nous sommes en train de vivre maintenant? Vous me ramenez à ce que j'avais dit ici. Je crois que chez nous, le problème, c'est un problème d'âme. Pourquoi? Moi, je vais considérer que cette fois-ci, pendant ces quelques années ici, on a eu beaucoup de difficultés, surtout dans les approches économiques, parce que l'élection est avant tout d'abord question de moyens, puis question d'autres considérations politiques et sécuritaires. Je crois qu'au regard du contexte économique qui est le nôtre, on n'a pas eu suffisamment le temps de pouvoir mettre la CENI dans les conditions. C'est là où je dis que tout part de la programmation. C'est à ces niveaux-là qu'on a peut-être péché. Je peux comprendre, il y a beaucoup de défis. Il y a les défis sécuritaires qui, pour moi, le caractère sacré de la vie humaine passe avant tout. Mais après, maintenant que les élections, pour ne pas embraser la vie, parce que l'élection peut être aussi facteur de crise interne, d'implosion interne. À la limite, il faut concilier les deux. Donc, en gros, pour moi, c'est une question de programmation et j'espère qu'on va la résoudre. Mais pour finir, si vous me permettez, en quelques secondes. Si on passe à un autre sujet, en quelques secondes. Je voulais revenir sur un élément essentiel qu'il a évoqué dès le départ. Quand je vous dis que le Congo a un problème d'hommes, c'est parce qu'aussi même dans les politiques internes, dans la gestion de la ville, on prend le soin d'aller mettre des édits pour la collecte de taxes et impôts sur des engins. Mais avez-vous déjà vu le service de la police des circulations routières contrôler ceux qui conduisent? Ils conduisent sans permis. Et ça semble ne pas être une exigence. Je peux apprendre dans la rue, demain, je prends ma moto, j'arrive. Dès lors que je paye ma taxe, dès lors que j'ai payé le droit pour l'engin, mais la personne qui conduit, on s'en tape. Non, mais il y avait un message là par rapport au permis, non? C'était où? Quand? J'avais suffi, donc je veux pas. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois qu'il n'y a pas encore, on ne délivre plus de permis de conduire, c'est ça? Non, je ne parle pas de permis. Même quand on ne délivre pas permis de conduire, on se rassure de la qualité du conducteur. Ah, ok. Merci, merci. Alors, on parle de la fin du mandat de la force régionale de l'EAC, Joël Cadet. C'est aujourd'hui le 8 décembre. Déjà, le dimanche, c'était les Kenyans qui commençaient déjà à partir. Ce matin, on parle des Soudanais, hein, si je ne m'abuse. Alors, comment vous voyez la suite de cette partie du pays? D'autant plus qu'on dit qu'il y a M23 cherche à conquérir les espaces jadis occupés par la force de l'EAC. Bon, il faut quand même saluer la détermination du gouvernement congolais qui s'est rebiffé dans l'erreur commise parce que nous tous, nous nous étions levés comme un seul homme pour dire non à notre adhésion à cette organisation internationale, une adhésion de trop, parce que nous sommes dans la CAC, nous sommes dans SADC, nous sommes dans l'OUA, nous sommes dans trop d'organisations internationales, mais dont on ne sent pas un apport sur la République démocratique du Congo. Par contre, il avait fallu que l'on puisse renforcer la dynamique interne, compter sur nos plus fidèles et loyaux alliés, qui sont ceux qui nous ont soutenus pendant la guerre contre le RCD, contre le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, en 1999, notamment le Zimbabwe, la Namibie, l'Angola. Mais on va aller chez ceux qui avaient commencé la guerre contre nous. Je le disais hier avec M. Carlo Poussa, lorsque j'ai quitté le cours, et on en discutait d'ailleurs dans l'auditoire. Lorsque vous voyez un poussin remplir une casserole... Vous dites, pardon? Qui m'a dit de te dire aux huiles, Carlo Poussa. Oui. Donc, lorsque vous regardez un poussin remplir la casserole, c'est que sa mère est dedans. Le Rwanda est incapable, madame, de nous livrer la guerre et de nous vaincre.
même pendant une seule seconde. Vaincre la force, la RDC, c'est l'armée qui n'a jamais été vaincue du monde. Depuis que nous avons commencé, depuis l'EIC, depuis la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'est pourquoi vous avez des avenues telles que Sayo, telles que Fosse Publique, telles que Gambela, et ainsi de suite. C'est à l'honneur de la force publique qui s'était manifestée pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Justement pour vous dire, ce sont les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne de Tony Blair, les États-Unis de Bill Clinton, c'est la France maintenant qui soutient le Rwanda pour nous attaquer. Mais alors, lorsque les Anglo-Saxons ont commencé la guerre, ils avaient utilisé qui? C'était des Kenyans, c'était des Érythréens, c'était des Rwandais, c'était des Burundais, c'était des Ougandais, Tutsis, nilotiques, pour ne pas être racistes. Ce sont eux qui nous ont attaqués. Et comment pensez-vous que les Kenyans peuvent lever sa main contre, donc les nilotiques kenyans peuvent lever leurs mains contre les nilotiques rwandais? C'est impossible. Et heureusement que le président de la République a entendu notre voix. Ils ont refusé de renouveler le mandat. Nous espérons que vraiment ils devront partir et qu'à l'interne, que le chef de l'État en profite pour davantage exfiltrer notre armée de brebis galeuses pour nous permettre quand même de nous relancer. S'il faudrait, j'ai entendu un candidat président de la République qui a livré les secrets de défense. Oh non, au lieu que Tshisekedi augmente le solde des militaires, il a recruté les mercenaires. Mais ça, c'est le secret de défense. Comment vous pouvez livrer ce secret-là à nos ennemis? Qu'ils ne s'est même pas désignés comme nos propres ennemis. On lui a demandé, mon confrère de Malaika TV lui a posé la question. Pourquoi vous ne voulez pas désigner le Rwanda comme notre propre ennemi? Pourquoi vous ne voulez pas désigner Kagame? C'est son ami autour de Mo Ibrahim, Georges Soros, ainsi de suite. Il ne peut pas... La désignation va changer quelque chose sur le terrain. Madame, en lingala, on dit ce que Moni Ndoki, Belela. Le seul fait d'abord, il y a que Belela. Ndoki a peur. Le seul fait... Mais qu'est-ce que nous, en tant que journalistes, nous avons comme pouvoir d'échanger et de transformer les choses? Nous n'avons pas une arme. Notre arme, c'est notre plume. Notre arme, c'est notre bouche. Notre arme, c'est... Tel que nous sommes en train de dénoncer ici, Ngobila n'est pas à l'aise, dans la mesure où la ville n'est pas gérée. Tel que nous parlons là, Tshisekedi nous entend et il transforme beaucoup d'autres choses. Pourquoi vous nous invitez? Qu'est-ce qui a transformé combien de choses dans ce pays ici? Je me rappelle à l'époque, à Matete, à Bandal, on mettait les écrans géants pour nous suivre. Mais lorsque vous avez dénoncé, déjà c'est le premier pas. Et quand vous avez dénoncé, on a identifié que l'ennemi c'est tel, comme aujourd'hui tous les Congolais savent que notre monstre, notre diable, par qui les Occidentaux passent, et même toute l'Afrique, parce que les gens pensent que non, il n'y a que nous les Congolais qui le disons. Non, même les Maliens, j'ai entendu une dame malienne, j'ai entendu un monsieur camerounais qui a désigné Kagame comme le malheur de l'Afrique centrale. Comme l'homme par qui les Occidentaux passent pour tuer encore, massacrer les Congolais, violer les femmes congolaises. Il faut le désigner. Donc on doit dire bon de Barra de la... en effet, maintenant il faudrait une reconfiguration à l'interne, mais nous avons trop de brebis galeuses, nous avons trop d'infiltrés, ceux qui livrent nos secrets lorsqu'il faut attaquer, qui trahissent notre armée. Il faudrait qu'au niveau de l'armée, au niveau du haut commandement militaire, on puisse prendre les mesures pour dégager tous les Chirimouani, le gouverneur militaire, là, tous les généraux qui sont habitués au système de l'Est, les débarrasser de l'Est et les remplacer par des militaires d'autres régions qui peuvent faire l'affaire. Regardez Diana, mais ils ne sont pas encore tous partis. Hein. Ils sont, les 8 c'est aujourd'hui, mais ils sont en procès. Oui, mais le mandat est terminé. Le problème, c'est d'abord, c'est la fin du mandat, c'est aujourd'hui. Et donc, le départ peut ils peuvent être là, mais ils font rien. Ils font rien, non, mais le départ court. Alors, Maïgardi Diana, Joël dit que la l'EAC doit partir, ils n'ont pas rempli leur mission. Et la SADC, c'est mieux. La SADC, c'est mieux, parce que d'autres trouvent que ce soit la SADC, l'EAC, il faut que nos forces loyalistes elles-mêmes soient là. Je suis partisan de ceux qui estiment qu'on ne peut pas bâtir une paix durable en comptant sur la dynamique externe. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. La notion de la paix ici, dès lors qu'il y a la dynamique externe, on est presque un peu aliéné.
Si vous voulez établir une comparaison entre la SADC et l'EAC, je vous dirais oui, je préfère la SADC. Pourquoi? Parce qu'on adhère dans une organisation sous-régionale ou internationale, surtout dans le contexte congolais, en tenant compte de la force qu'on a en interne pour pouvoir faire plier les décisions en sa faveur. Ça veut dire la force dans les bilatéralités qu'on a en interne. Or, l'EAC, on était presque quadrillé. La plupart des États entretenaient des très bons rapports avec l'ennemi principal. La preuve, c'est que quand il s'agissait de discuter de questions de la RDC, on nous mettait en protagoniste avec le Rwanda. Comme si on était deux femmes rivales qui se disputaient un mari. Et il n'y a pas de rapport avec la SADC. L'ennemi n'a pas de rapport avec la SADC. Avec la SADC, non. Il n'en est pas membre, à moins que je me trompe. Donc, en gros, ici, au niveau de la SADC, et on a eu une histoire et un passé avec la SADC. Mais n'empêche, pour moi, ce n'est pas l'idéal en soi. Je comprends aujourd'hui le besoin pour des besoins n'est pas laisser le terrain vide. On est entré dans une dynamique. La preuve, c'est que l'EAC part, le M23 reprend de plus belle. Aujourd'hui, Bouchaki est sous le bolt. Saké, déjà, à ce niveau ici, est dans le viseur. C'est pour vous dire, à la limite du possible, quelles sont les intentions. Mais dans le fond, je crois qu'ici, le problème reste interne. J'estime que le Congo doit changer d'approche et le bonheur, c'est que cette approche-là, Kinshasa le comprend et le change. Mais avec la SADC, il faut éviter de tomber dans les erreurs de l'EAC. C'est quoi les erreurs? C'est dans la gestion du commandement. La gestion du commandement. Il ne faudra pas qu'on fasse les mêmes erreurs qu'avec l'EAC. Deuxièmement, en termes de gestion de contingent. Je crois qu'on avait laissé beaucoup trop de liberté à l'EAC. Non seulement à l'EAC, même sur l'approche, je dirais, de texte, c'est grâce à la diplomatie peut-être et avec les efforts fournis, mais quand vous regardez les différentes dispositions, l'EAC était même à même de pouvoir prendre des décisions sans parfois consulter. On avait laissé presque le monopole de la décision à cette forme de présidium, qui, d'ailleurs, la dernière fois, a décidé de renouveler son mandat sans l'avis de la RDC. Et ça, pour moi, c'était une grossière, ce qui m'avait rendu un peu dubitatif. Je me disais, est-ce qu'ils vont partir? Mais je crois aussi que s'ils décident de partir calmement, il faudra qu'on soit vigilant. Je ne pense pas que l'EAC partira et nous laissera dans la situation telle qu'avant. Ma crainte, c'est que ce départ soit un cheval de Troie derrière, qu'il leur permette de nous mettre dans une position inconfortable. C'est ça la crainte. Si, moi j'ai une crainte. La facilité des départs, moi ça m'interpelle. Quand je connais les agendas, quand je connais les intentions, quand je connais la véhémence qui a caractérisé la plupart des têtes de proue de cette organisation, dans le regard, dans la considération de choses, cette idée de partir calmement, pour moi, j'ai l'impression qu'il faudra qu'on réfléchisse par deux fois. Ils ont peut-être fait quelque chose de sale. Et c'est à ce niveau-là que l'intelligence doit faire. Il y a une dame qui a dit ah ok, quelqu'un a dit ça. Mais en fait, je me suis posé la même question. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ou moi, c'est vraiment pas qu'est-ce qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Est-ce qu'ils n'ont pas établi des corridors pour des possibles attaques dans les jours à venir? Ça, c'est une question. Je crois qu'à ce niveau ici, il ne faudra pas qu'on fasse confiance à ces gens-là aveuglement. Mais pour l'instant, je crois que la SADC peut-être oui, en attendant qu'on traverse la période des élections. Déjà le 10 décembre, la SADC sera là. C'est ce que je dis, peut-être pour pouvoir maintenir le cap, mais après, il faudra qu'on change de paradigme. Cette situation ne changera que de lors qu'on montrera notre puissance de feu et... Alors, c'est comme disait, il n'y a pas d'autre solution. Je vous avais promis de revenir sur un concept que vous avez soulevé tout à l'heure, au début. Candidat de l'étranger, candidat étranger. Faites un peu cette nuance-là. Parce que quand vous parlez des candidats étrangers, c'est un étranger qui a été accepté par la CENI, il a postulé, et la Cour constitutionnelle, bien sûr, est candidat de l'étranger. Bon, bien, laissez-moi un peu finir sur la réflexion de Mike Gardi-Danat tantôt, lorsqu'il dit, il ne s'inquiète pas, oui, on n'a plus de temps, lorsqu'il pose la question, non pas c'est qu'est-ce qu'ils ont amené, mais qu'est-ce qu'ils ont laissé. Parce qu'il y a eu une dame qui a dénoncé que grâce à eux, beaucoup de M23 seraient déjà entrés à Goma avec leur tenue de l'EAC et la tenue des casques bleus. Donc, il n'y a pas que l'EAC. Donc, maintenant, il faudrait qu'on ouvre les et les bons sur également les casques bleus qui viennent d'être chassés du Mali et également du Niger où ils sont en train
également de partir. Donc je crois que nous devrions aussi hausser le ton pour que même l'ONU qui n'a rien produit, parce que lorsqu'une armée, lorsqu'une mission de paix dépasse largement de temps, elle devient une force d'occupation. Donc aujourd'hui, nous sommes pratiquement occupés par ces armées étrangères qui se sont lancées dans d'autres opérations, notamment d'exploitation minière. Donc il faudrait aussi que les gouvernements ouvrent les éléments sur les casques bleus dont les tenues sont utilisées pour que les M23 entrent à Goma et que le jour du vote, ça veut dire le 20 ou le jour de la proclamation des résultats, ils puissent prendre Goma et imposer un dialogue avec Kinshasa. Donc j'aimerais qu'on réfléchisse un peu par rapport à ça. Madame, vous allez vous rappeler de l'île de Gorée. Félix Antoine Tshisekedi était là également. Vous allez vous rappeler de l'Afrique du Sud où les opposants sont partis en 2018 pour se concerter en vue de désigner un candidat commun. Qui avait financé tous ces déplacements? En tout cas, ce n'était pas l'État congolais. En relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Moi, je ne vois pas la fondation Kofi Annan, derrière laquelle il y a les multinationales, derrière laquelle il y a les puissances telles que les États-Unis d'Amérique, il y a la France, il y a les Mo Ibrahim, les George Soros. Je ne vois pas ces gens-là dépenser de leur argent pour déplacer les cardinals Mosengo, déplacer nos responsables de l'église catholique ou protestante, les faire déplacer, parce qu'ils aiment les Congolais. En tout cas, je ne vois pas ça. Même ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où le prix Nobel a traité Katumbi d'incorrect, de malhonnête, et moi, je dis à Mukwege, au moins, il s'en est rendu compte tard, comme la plupart des Kinois vont se rendre compte de la malhonnêteté de M. Katumbi. Ils vont s'en rendre compte un jour et ils vont le regretter comme l'a regretté Mukwege. Même là où ils sont partis en Afrique du Sud, c'est piloté par qui? Ce n'est pas les Occidentaux. Et vous pensez que vraiment ces gens-là, en désignant un candidat unique, et lorsque Katumbi arrive, il emballe tout le monde, met tout le monde devant un fait accompli, vous pensez que vraiment c'est de l'argent qu'il a? Je vais vous faire réfléchir, vite, madame. Oui, je vais terminer par là. Vous allez voir, lorsque Katumbi était gouverneur de province, quand notre équipe nationale jouait, il promettait 100 000 $ par but marqué. Dites-moi, depuis qu'il a quitté la tête du Katanga, dites-moi quand est-ce qu'il a même remis encore 50 000 $ ou 10 000 $ par but. C'est pour vous dire qu'il n'a plus d'argent. Et c'est ceux qui lui ont donné cet argent. En tout cas, ce n'est pas gratuit, madame. Et ça, ce sont les candidats de l'étranger. Le candidat étranger, vous l'avez vu, il a voyagé depuis 2013, alors gouverneur de province, avec un passeport étranger. Ah, il est à la fois candidat étranger, candidat de l'étranger. Mais écoutez, c'est Choukani, il vous a montré. Vous pouvez mener votre investigation sur Internet, vous allez voir combien de fois il est parti aux États-Unis et combien de fois. C'est là où d'ailleurs je parlais avec un juge, j'étais son nom, qui dit qu'il faudrait qu'un avocat puisse saisir la Cour constitutionnelle, sinon. Et l'opposant zambien qui a dénoncé cette histoire de la détention par Dever Katumbi du passeport zambien et des autres pays étrangers, ils vont nous trouver vraiment des Congolais comme des cons. Merci. Comment vous pouvez accepter qu'un étranger puisse aller aux élections à la tête de votre pays, dont la femme n'est pas congolaise, il a multiples nationalités et dans son ignorance, il dit quand je vais passer pour parler de sa femme, je vais supprimer la fonction de la première dame. Est-ce que la première dame, c'est une fonction? Parce que la famille du chef de l'État doit être protégée, la maison civile doit être là, pour veiller sur les intérêts de la famille biologique du chef de l'État. Là, nous aurons les Burundais, nous aurons les Rwandais, nous aurons les Juifs, nous aurons les Grecs, nous aurons les Italiens, nous aurons les Zambiens à la maison civile. Et même les Sud-Africains. Merci, Joël. J'ai 100 questions à vous poser. On revient à non, posez, je réponds vite. On n'a plus de temps. Non, 30 secondes. Nous allons revenir avec vous la semaine prochaine. Par rapport aux 100 questions, 100 questions que je garde. Les 100 questions de Gisèle. Oui. D'accord. La semaine prochaine avec ces sujets candidats de l'étranger. Je reviendrai. Merci, parce que la télé, c'est les temps. Donnez-moi juste 20 secondes, je voulais évoquer un sujet important. Oui. Juste 20 secondes. Les différents regroupements de l'Union sacrée qui décident de ne pas financer la campagne des candidats qu'ils ont mis sur leur liste, ils créent un précédent fâcheux. Il y a quelqu'un qui sollicite déjà ces députés-là, à qui ils remettent de l'argent pour la campagne,
Mais comme il y a une jurisprudence, ils arriveront au Parlement, ils vont faire défection, ils vont gagner un autre camp. Soyez conséquents. Alerte. Soyez conséquents. Il y a quelqu'un qui finance déjà les campagnes de vos candidats députés, à qui vous n'avez refusé de donner le moyen que vous avez mis sur les listes, c'est juste pour des raisons de seuil. Et en fin de compte, une fois au Parlement, il y a eu déjà un précédent avec le FCC ici, ils vont faire défection, ils vont rejoindre un autre camp. La politique, elle est préventive. Faites attention à ce que vous faites. Mais vous avez des gens égoïstes qui veulent bouffer seuls, qui veulent voler, qui veulent se remplir les poches. Cadet. Surtout nos amis de la Ils vont rendre diaspora. mauvais service au chef de l'État. Ah oui. Merci Magardi Diana, merci Joël Cadet, merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosque, merci à Doudou Montir.